Ma grande passion, c'est le journalisme. Et ça a toujours été le journalisme. Donc, je me suis inscrite à l'École supérieure de journalisme de Paris et en même temps, parallèlement, à la Sorbonne pour faire des études de lettres. Et à mon retour en Martinique, après quelques passages un peu décevants dans ce qui était à l'époque RFO, j'ai enseigné. J'ai enseigné dans les lycées et les collèges pendant 5 ou 6 ans avant d'intégrer la DRAC à sa création en 1984. Voilà un petit peu l'histoire. Et donc, cette passion pour le journalisme, je crois qu'on la retrouve dans presque tous mes projets. C'est une véritable passion pour la transmission, en fait. Et donc, tous les projets dont nous allons parler tout à l'heure, je parle aussi bien de la revue associative Artem, de l'AECA Caraïbes du Sud, du blog de l'AECA, de l'œil du lézard, de la revue numérique Fairmonde, c'est le goût de la transmission. C'est finalement aider quelqu'un à comprendre une œuvre d'art. Alors, ça se discute. Des gens comme Chamoiseau, par exemple. Patrick Chamoiseau a écrit un très beau texte pour la revue numérique Fairmonde qui s'appelle Face aux visites de la beauté. Et lui, il privilégie l'émotion. Il n'a pas envie de médiation autour de l'art. Bon, chacun peut avoir son chemin. Moi, je trouve intéressant d'avoir une contextualisation et une explication. Alors, je ne crois pas que ce soit l'émotion que je recherche dans une œuvre d'art. Il y a très peu d'œuvres d'art qui m'émeuvent vraiment. Celle d'Alfredo Jarre, par exemple. Je veux dire, ça peut m'émouvoir aux larmes. The Cloud, ou Lumière dans la ville, ou Les yeux de Gutete Amerita, ça m'émeut. Mais autrement, je cherche autre chose. Je cherche des problématiques plastiques. Je cherche ce qu'il y a peut-être un petit peu de novateur. Et voilà, c'est plutôt ça, effectivement, mon rapport à l'art. La DRAC Martinique a été créée en 1984, c'est-à-dire 7 ans après les DRAC hexagonales. Et donc, j'y ai passé presque 30 ans. J'ai été conseillère pour les arts plastiques et les musées pendant presque 30 ans. Alors, c'est une expérience fort intéressante parce que la décentralisation était intervenue en 1983. Et donc, la DRAC, au départ, était un tout petit service de 5 ou 6 personnes à l'ancien hôpital civil. Et maintenant, elle a évolué, elle a déménagé rue du professeur Raymond Garcin il y a plus de 30 agents. Mais à l'époque, c'était l'ancien hôpital civil et dans la suite de la décentralisation, beaucoup de structures culturelles ont été créées à ce moment-là, en 1984 et autour de 1984. Et beaucoup d'entre elles étaient réunies, rassemblées à l'ancien hôpital civil. Il y avait l'école d'art plastique, bien sûr, le centre dramatique régional, la réserve du bureau du patrimoine, il y avait le corps musical, et il y avait aussi également le théâtre Existence. Enfin, il y avait beaucoup de structures culturelles et une grosse effervescence culturelle. Et dans le cadre de ma profession à la DRAC, je crois que j'étais surtout très intéressée par la promotion internationale des artistes. Et donc, j'ai plutôt travaillé dans le sens de cette promotion internationale et dans le sens de la synergie caribéenne. Et donc, j'ai contribué, j'ai accompagné des artistes dans leur participation à des grandes biennales. Je pense particulièrement à la biennale de São Paulo avec Serge Goudin-Tébia et Ernest Breuler. Je pense aux différentes biennales de peinture de République dominicaine et de l'Amérique centrale. Je pense aussi aux biennales de La Havane. Le dernier artiste que j'y ai accompagné, c'est Steve Boras, en 2015. Il y a eu aussi la Biennale de Lyon, avec Serge Goudin-Tébia, la Biennale de Liverpool, avec, je crois, Christian Bertin et d'autres. Enfin bon, donc c'était vraiment... participer à cette promotion internationale, c'était mon souci. Et mon second souci, c'était la synergie caribéenne. Et dans le cadre de ce travail à la DRAC, il y a eu la création du FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. Je rappellerai que les FRAC ont été initiés par Jacques Lang en 1982 et le FRAC Martinique a été créé en 1987 et il a fonctionné jusqu'en 1994. Les FRAC de première génération, je crois que nous sommes maintenant à la 3e génération, sinon la 4e, étaient des associations qui étaient financées par le conseil régional et par l'État, donc la DRAC. Cette association était administrée par ces deux instances et avait pour objectif premier de collectionner de l'art contemporain,
Le FRAC est prospectif. Et de diffuser donc et de collectionner de l'art contemporain. Pendant ce temps, ces 7 années de fonctionnement, il y a eu une acquisition d'une centaine d'œuvres, des œuvres d'Hervé Télémaque, de Wilfried Olam, d'Ernest Breuler, de Victor Anissé, je vais pas tous les citer bien sûr. Il y a eu beaucoup de contestations et de revendications, et cependant le FRAC était à 60% composé d'artistes de Martinique et de Guadeloupe et de la Caraïbe. Donc, bon, c'était une belle aventure. Ça s'est terminé. Je veux dire, ça s'est terminé parce qu'en fait, en réalité, je crois que dans l'enthousiasme et dans l'effervescence des débuts, nous n'avions pas assez vérifié que le conseil régional et que la DRAC étaient sur la même longueur d'onde. Et donc, par conséquent, le FRAC a été dissous et les œuvres ont été dévolues au conseil régional. J'ai cru comprendre qu'elles avaient été fort mal conservées et qu'elles sont aujourd'hui pratiquement perdues. Donc voilà pour l'aventure DRAC et FRAC. Ici, je crois que la scène n'était pas structurée, ça vous le savez. Il n'y avait pas beaucoup de lieux d'exposition et ça s'est malgré tout quand même un peu amélioré, même si c'est jamais suffisant. Et donc, quand j'ai commencé à travailler à la DRAC, il y avait des expositions au CMAC. Et d'ailleurs, avec Fanny Ogiac, à l'époque du CMAC national, on avait réussi à créer un cycle annuel avec une annonce de programme à l'avance et donc une série d'expositions, mais c'était pas structuré. En fait, voilà, la scène n'était pas structurée. Et bon, ce qui me frappe aussi encore aujourd'hui, c'est que par exemple, 34 ans après la création de l'école d'art, il n'y a pas de galerie d'école. Ça, c'est remarquable. Donc bon, voilà. Mais c'était pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon souci premier, puisque moi j'étais davantage branchée sur la promotion internationale et bon, c'était pas structuré. Ça, c'est quand même, il y a eu beaucoup de progrès. Je pense qu'il y a beaucoup de petits lieux. Tu as maintenant la station culturelle. Tu as maintenant, tu as toujours la galerie Arsenec. Tu as aussi l'association Habité. Enfin, tu as quand même davantage de petits lieux. Et il y a aussi la Fondation Clément qui fait un gros travail. Et donc, même si on n'est jamais entièrement, enfin, c'est sûr que moi j'aimerais qu'il y en ait davantage, plus, mais ce n'est pas, il y a eu une énorme évolution. Et je peux essayer de t'en parler à travers, par exemple, l'AECA Caraïbes du Sud, qui est une association de critiques d'art et qui a été créée en 1997 dans le prolongement d'une biennale de peinture de la République dominicaine. Alors, il faut préciser que l'AECA International est une ONG qui existe, qui a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a plus de 50 ans aujourd'hui, presque 60 peut-être même, et qui a pour vocation la défense, le développement et la défense de la critique d'art dans tous les pays du monde. Et cette association internationale fonctionne sur le principe des sections, c'est-à-dire qu'il y a des sections par pays, donc il y a donc à peu près 70 sections. Et donc, dans la Caraïbe, il y a l'AECA Cuba, l'AECA Haïti, l'AECA République dominicaine, l'AECA Porto Rico. Et quand quand ils nous ont demandé de créer une section un peu caribéenne, pour créer une section, il fallait 10 critiques dans l'île. Et c'était pas le cas. Donc, nous avons créé la seule section interrégionale. Notre section est extrêmement originale puisqu'elle est donc interrégionale avec des membres qui sont à Barbade, à la Jamaïque, en Guadeloupe, en Martinique, dans la diaspora aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Nous avons aussi eu des membres de Curaçao ou de Curaçao et ou bien du Guyana. Donc, si vous voulez, on travaille. Ça pose des problèmes parce que il y a l'éclatement géographique, il y a l'éclatement linguistique, mais nous travaillons ensemble depuis 97. Et donc, nous avons dans ce cadre-là réalisé beaucoup de manifestations, nous avons monté un congrès international en 2003 à Tropicatrium, avec plus de 70 critiques qui venaient du Japon, d'Irlande, d'Afrique, partout ailleurs. Nous avons aussi monté avec la Fondation Clément, plus récemment en 2008, un séminaire sur l'art contemporain de la Caraïbe. Où nous avons invité tous les acteurs contemporains de la Caraïbe. Donc, c'est aussi dans ce cadre que j'ai créé le blog de l'AECA depuis 2013, qui est donc un outil de diffusion de l'actualité, qui fonctionne de plus en plus
comme une archive parce que finalement des articles qui ont été publiés en 2015, ils sont encore lus aujourd'hui et donc ce blog a pour objectif de donner une visibilité aux artistes. Il est un peu trilingue, mais les traductions coûtent très très cher, donc il n'est pas autant trilingue qu'il était prévu qu'il soit au départ. Et donc voilà un petit peu le travail de la critique dans la Caraïbe. Ce que je remarque, c'est que dans les organes officiels de presse, que ce soit les journaux ou que ce soit les télévisions, il y a très peu de critiques d'art. Donc, fatalement, on peut considérer que le blog a une fonction. Et puis, vu le nombre de visiteurs et de lecteurs, on peut considérer qu'il a une fonction. Maintenant, est-ce que c'est utile? Est-ce que la critique est utile? Est-ce que là, on peut se passer de commentaires? Bon, ça, c'est des questions très, très personnelles. Personnellement, moi, j'aime bien cette critique explicative et contextualisante. J'aime bien mettre en relation les œuvres des artistes de Martinique avec les œuvres des artistes de la Caraïbe. Personnellement, ça m'apporte quelque chose. Maintenant, c'est à chacun d'en décider. Alors, l'œil du lézard, ce sont des petites vidéos trilingues qui durent 4-5 minutes. Mon objectif au départ est d'avoir un outil pratique, facile à utiliser, qui permettrait aux artistes de prendre un premier contact avec des curateurs étrangers, toujours la promotion internationale. Et donc, à partir de là, si le commissaire est intéressé, d'établir un dialogue et d'envoyer d'autres dossiers. C'était donc pour fournir aux artistes un outil diffusable par le net, rapide, et un peu complet. C'était ça l'idée. Donc, il y a 27 numéros maintenant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le dernier numéro est plus long, il dure 15 minutes parce que nous avons, enfin, moi j'ai un projet, c'est que nous avons eu envie d'y mettre de l'interactivité. Donc, le dernier œil du lézard est censé être interactif. Donc, la version classique a été publiée, mais bientôt, il y aura la version interactive. C'est-à-dire que celui qui regarde, le regardeur, le visiteur, il clique sur on part d'un tableau, il clique sur une partie du tableau et ça déclenche un petit film sur cette partie du tableau. C'est comme ça qu'a été conçu l'œil de Kelly Sinapamari, c'est pour l'interactivité, en fait. Donc, c'était ça, l'idée. Le synopsis est écrit à l'avance, j'écris le texte à l'avance, et avec le réalisateur, on voit dans l'atelier de l'artiste, que j'ai rencontré bien évidemment avant, comment on va illustrer ce texte qui présente sa démarche. Je n'ai pas envie de faire quelque chose de comment te dire, de personnel et de confidence. Je veux vraiment me fixer, me centrer sur la pratique, sur les œuvres. C'est pour ça qu'on n'interviewe pas les artistes, par exemple, sauf dans le dernier, j'ai expliqué pourquoi. Donc, on parle vraiment des œuvres et il y a un texte critique sur ces œuvres. Voilà, c'était ça. La revue Numérique Fairmonde, c'est toujours, comme je te l'ai dit, la transmission qui m'intéresse. Et j'ai une propension, manifestement, à me lancer des espèces de défis improbables, des trucs complètement farfelus. C'est comme la revue associative à un thème qui a existé dans le temps, qui a 20 numéros et qu'on a imprimé, mais c'est des choses qui sont difficiles à réaliser, qui sont pas forcément viables, même si toute revue, même s'il n'y a qu'un numéro, est importante pour les archives, pour la pensée. Et donc la revue Numérique Fairmonde en est à sa 3e année. Nous sommes en train de publier actuellement le numéro 3. Et alors, s'il y a un numéro thématique par an, et en fait, le comité de rédaction vit dans 6 pays différents. Cuba, la Belgique, la France, Barbade, le Mexique, et je ne sais plus où d'autres. Et donc, par conséquent, quand on fixe les comités de rédaction, il faut vraiment faire très attention au décalage horaire. Et donc, c'est une aventure intéressante, qui a des aspects qui me plaisent, bien sûr. Les aspects plaisants, c'est effectivement l'élaboration du thème, de la thématique de l'année, le choix des abstracts, la sélection des articles. Mais il y a des aspects excessivement longs et pénibles, comme les relectures, ou la gestion administrative, rechercher le financement, gérer les paiements, les virements internationaux, enfin bon, puisque les auteurs viennent aussi de différents pays. Et elle est trilingue, donc elle est effectivement dans les 3 langues. Donc tout ça, ça fait partie des défis improbables dans lesquels je m'engage et qui sont intéressants, mais voilà. Le thème du numéro 3 de Fairmonde était la question de la visibilité de la Caraïbe dans les grandes manifestations internationales, y compris la Biennale de Venise. Alors donc, tu vois que c'est un sujet qui effectivement nous préoccupe et auquel on réfléchit. Je dirais simplement que Julien Creuset, par exemple, a été sélectionné officiellement
pour participer à la prochaine Biennale de Venise. Donc on peut peut-être effectivement juger ça comme positif. La situation des départements français d'Amérique est différente de la situation des autres îles de la Caraïbe. Simplement parce que les îles hispanophones s'adossent sur toute l'Amérique latine. Et il y a effectivement un grand public, un grand lectorat et de grandes manifestations. Les îles anglophones s'adossent effectivement aux diasporas américaines et anglaises. Et je veux dire, on n'a pas l'équivalent pour les îles françaises, qui sont d'abord déjà pas très nombreuses, mais il n'y a pas cette synergie de la diaspora et on peut, je veux dire, sur ce plan-là, ça n'évolue pas beaucoup en France. Par exemple, Creole Factory en 2009, qui était une grosse exposition, on ne peut pas dire qu'il y a eu de suite particulière. Et ça aussi, c'est peut-être, je ne l'ai pas dit quand je t'ai parlé du FRAC, mais je crois que les artistes et les politiques n'ont pas compris à quel point le FRAC aurait été un outil de développement et de promotion extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il pouvait appartenir à un réseau. Il aurait dû donc pu monter des coproductions avec d'autres FRAC. Et là, c'était une porte ouverte. Donc, mais peut-être qu'il n'est pas nécessaire de penser la diffusion en termes géographiques. Je veux dire, c'est une histoire d'artistes individuels. Alors c'est vrai, tu l'as dit, les artistes africains ont le vent en poupe depuis 2010 et ils sont entrés sur le marché international de l'art de façon magistrale. Mais ça aussi, c'est comment te dire, ce n'est pas anodin, c'est un travail de collaboration, d'exposition, de galerie, de vente aux enchères. Je veux dire, ça ne se fait pas comme ça tout seul par hasard. C'est quelque chose d'extrêmement concerté. Et bon, et nous, ça n'a pas encore été fait. Pour parler de la Fondation Clément avec laquelle je travaille souvent, elle réalise un travail extrêmement important. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'avoir un rôle de commissaire dans les expositions, qui étaient des expositions d'artistes de la Caraïbe. Je pense par exemple à Atlantide Caraïbe, qui a été montée pour le séminaire de 2008, qui était éclaté dans toute la fondation, puisque bon, la collection était présentée dans la cuivrerie qui existait. Donc l'exposition que nous avions montée était dans tous les espaces de la fondation. Il y a eu ensuite un autre... ce sont des aventures extrêmement intéressantes. Je veux dire, j'ai eu, grâce à leur soutien et à leur aide, l'occasion de faire venir des artistes de la Caraïbe pour une exposition, par exemple, qui s'appelait « Vous êtes ici », où il y avait 12-13 artistes de la Caraïbe. Un peu sur... avec en exergue une phrase d'Édouard Glissant, agis dans ton lieu et pense avec le monde. Donc voilà, et ça c'était important pour moi. J'ai eu aussi une autre exposition que j'aime, c'est celle dont je suis la plus satisfaite. C'est Vision Archipélique, qui était une exposition de photographes de la Caraïbe. Et je trouve que vraiment c'était une exposition réussie. Après il y en a eu d'autres, il y a eu Pictural, il y a des expositions, comment dire, individuelles, comme celle de Wolfric ou de Médélis. Mais enfin, ce qu'il y a de formidable avec la Fondation, c'est l'équipe qui est extrêmement professionnelle, extrêmement sympathique, extrêmement dynamique, et c'est un vrai plaisir de travailler dans ces conditions-là. Donc voilà, à mon avis, c'est une institution importante pour la Martinique qui fait beaucoup pour les artistes. Et donc, je travaille souvent avec eux pour des dossiers pédagogiques, par exemple, que j'ai réalisés, ou pour la formation des guides, parce que quand il y a une grande exposition, ils forment les guides qui sont d'ailleurs de vos collègues, ce sont souvent des anciens étudiants d'école d'art. Donc, il y a un vrai travail de fait, là, un gros travail de fait, et un travail important. Le jardin de sculpture, par exemple, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, on n'a pas beaucoup comme ça dans la Caraïbe d'institutions de cette envergure. Et il y a des réalisations qui sont vraiment très bonnes. Et c'est surtout ce que je veux souligner, c'est le professionnalisme de l'équipe.